Bonjour et bienvenue au cours sur l'interprétation et la généralisation des résultats. Donc, vous allez bientôt faire l'analyse de vos hypothèses et puis vous allez devoir interpréter les résultats. Alors, la majorité d'entre vous vos projets consistent en des corrélations. Donc, vous allez arriver avec un coefficient de corrélation, R. Alors, la première chose que vous allez voir, c'est premièrement, est-ce qu'il est significatif ou non? Et deuxièmement, quelle est la direction de la corrélation? Alors, on a déjà vu dans le cours sur les plans corrélationnels qu'une corrélation positive indique que la variable indépendante et la variable dépendante bougent ou vont dans la même direction, alors qu'une une corrélation négative et la variable indépendante et dépendante bouge dans des directions opposées. Donc, il se peut que ce que vous attendez soit correct ou pas. Donc, d'où la raison pour laquelle on va regarder à l'interprétation et la généralisation des résultats pour voir, mais qu'est-ce qu'on fait avec ce qu'on a devant soi. Alors, il y a essentiellement trois possibilités pour les résultats. Soit que les résultats statistiques appuient vos hypothèses, et puis là, vous allez, j'espère, vous allez apprécier la raison pour laquelle c'est très important de bien déclarer ces hypothèses avant d'avoir fait les résultats. Alors, une fois qu'on a une hypothèse opérationnalisée, là, on peut on peut tester, voir, on peut trouver l'analyse statistique, la bonne analyse statistique pour tester nos hypothèses. Alors, une fois qu'on a les résultats, soit que les résultats appuient nos hypothèses ou notre hypothèse, soit que les résultats appuient partiellement nos hypothèses. Alors, c'est un peu comme, oui, mais pas tout à fait. Alors, c'est un peu au milieu. Et puis, finalement, il y a les résultats n'appuient pas les hypothèses ou nos hypothèses. Donc, heureusement, dans la généralisation ou l'interprétation des résultats, il y a essentiellement trois options. Soit que oui, c'est tout à fait appuyé. La majorité des études sont au milieu. Ça appuie partiellement. Et puis, il y a certaines études où ça l'appuie aucunement. Et puis, c'est une possibilité. Donc, qu'est-ce qui se passe ou qu'est-ce que ça veut dire lorsque les résultats appuient nos hypothèses? Donc, lorsque notre hypothèse est appuyée, ça veut dire que les résultats et l'interprétation selon nos prédictions une hypothèse appuyée résulte des résultats positifs et l'interprétation de nos prédictions et l'élimination de l'explication rivale. Alors, il y a deux composantes pour qu'une hypothèse soit appuyée. D'abord, on doit avoir les résultats, mais on doit aussi éliminer les autres sources potentielles de la cause, ce qui est essentiellement la validité interne d'une étude. Alors, oui, on doit avoir des résultats positifs ou des résultats qui appuient notre hypothèse, mais on doit aussi montrer la validité interne de l'étude. Dans le sens qu'on doit montrer que, oui, on a obtenu le résultat, la prédiction, mais que les résultats ne sont pas dus à d'autres choses ou qu'il n'y a pas quelque chose d'autre qui a causé les résultats. Donc, on doit éliminer les explications rivales le plus possible. Puis ça, il n'y a pas vraiment de recette magique. C'est plus dans la rigueur scientifique que vous avez utilisée, la méthode que vous avez utilisée, le contexte, ainsi de suite. C'est tout dans la construction de votre étude qui va vous permettre d'éliminer les explications rivales. Donc, lorsque les résultats d'une expérience sont conformes aux prédictions, c'est-à-dire que si vous avez prédit une relation positive entre la variable indépendante et la variable dépendante et qu'effectivement, vous avez trouvé une corrélation positive entre la variable indépendante, on doit tout de même considérer la possibilité que soit les résultats sont dus à des facteurs non contrôlés, ce qui est la validité interne. Disons est-ce qu'il y a un événement historique? Est-ce que la sélection des participants qui aurait peut-être causé? Est-ce qu'il y aurait eu la maturation? Est-ce qu'il y aurait d'autres choses qui auraient influencé les résultats, autres que votre variable indépendante? Et puis, deuxièmement, on doit voir, on peut évaluer, puis on veut évaluer à quel point les résultats sont généralisables. On peut les exporter, on peut les traduire dans d'autres contextes. Alors ça, c'est la validité externe. Vous connaissez très bien déjà c'est quoi la validité interne et la validité externe. Donc, je n'ai pas besoin de me répéter par rapport à ces concepts-là. Donc,
une hypothèse ou une hypothèse appuyée consiste dans des résultats statistiques positifs et aussi l'évaluation positive ou une confiance dans la validité interne, surtout interne de l'étude. Si on peut aller à la validité externe, tant mieux. Encore ça nous donne plus de munitions pour convaincre les personnes qu'on veut. Je vous rappelle que les menaces à la validité interne, le plus souvent, les menaces les plus communes, disons, de la validité interne sont le contrôle des variables parasites, l'effet de l'expérimentateur et puis l'effet d'ordre. Et donc, ce sont les trois composantes qui menacent le plus la validité interne des études. Alors souvent, lorsqu'on veut isoler la variable indépendante, on veut éliminer les variables participes, on veut éliminer les effets d'expérimenteur et on veut éliminer les effets d'ordre, c'est-à-dire les effets d'ordre de la procédure. Alors, quand on va construire notre étude, dépendamment de la variable indépendante, et puis la procédure, et puis l'outil, ainsi de suite, on va utiliser un plan expérimental ou un plan de recherche qui nous permet de le plus contrôler ou d'éliminer les menaces à la validité interne. Il y a d'autres validités, comme j'ai d'autres validités, menaces à la validité, il y a d'autres menaces, dont la validité externe, la mesure ou l'évaluation même. Il y a, comme on avait parlé dans le dernier cours, l'interaction avec les attributs, l'environnement ou le participant. Il y a le type ou la sélection des participants. Il y a le réalisme de la manipulation. Donc, on va évaluer encore avec nos résultats, on va évaluer, est-ce que la variable que j'ai utilisée, est-ce qu'elle a une bonne validité écologique? Dans le sens que, est-ce qu'on pourrait retrouver ce scénario dans la vie réelle? Ou est-ce que je viens d'imaginer un scénario, oui, qui isole le stress ou l'anxiété, mais on ne retrouverait jamais ce scénario dans la vie réelle. Alors ça, c'est ce à quoi on veut dire par rapport à la validité écologique. Est-ce que ce que j'ai manipulé, puis la manipulation ce que j'ai fait dans mon étude, est-ce que c'est quelque chose qu'on pourrait même voir dans la réalité, ou est-ce que c'est purement fictif? On souhaite le plus possible que ça représente ou que ça soit peut-être même quelque chose qu'on voit dans la réalité. Si c'est trop fictif, bien là, ça ne peut pas être généralisable, ça ne peut pas être exporté à l'extérieur de l'étude. La troisième chose qu'on n'a pas parlé avant, mais c'est la puissance, la force de l'effet. Alors, il y a des effets qui sont très forts, très puissants. Si je vous frappe si je vous donne un coup de poing sur le visage, ça va être un effet, une force, un effet très puissant. Mais si je vous donne une petite pichenotte sur la joue, l'effet est beaucoup plus faible. Alors, c'est un peu comme il y a certaines choses, il y a certaines manipulations, il y a certaines interventions qui sont plus un coup de poing, tandis qu'il y en a d'autres, c'est même pas un petit pichenotte, c'est juste un petit souffle sur la joue. Alors, ça, c'est la différence de force ou la puissance de l'effet. Et puis, c'est clair qu'on souhaite identifier les variables qui ont la plus grande puissance d'effet ou la plus grande force d'effet. Il y a plusieurs choses qui ont des petits effets, mais c'est beaucoup plus difficile à détecter, c'est beaucoup plus difficile à répliquer, ainsi de suite. Mais c'est la réalité. On veut voir, est-ce que c'est une variable ou est-ce que c'est quelque chose d'important, dans le sens que c'est un gros coup de poing qui vient vers le visage, ou est-ce que c'est juste comme quelque chose d'éphémère qui flotte dans l'air et puis ça a très peu d'importance. Alors ça, c'est encore dans l'évaluation de la validité externe pour voir, est-ce que ça mérite est-ce que ça mérite notre attention parce que ça a un effet puissant ou est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est un petit effet qui a très peu d'effet. Deuxième scénario, c'est lorsque les résultats appuient partiellement nos hypothèses. Et puis, c'est rare que je me suis trouvé dans le premier scénario avec toutes les études que j'ai menées dans toute ma carrière. C'est souvent ici où on se trouve. Parce que c'est jamais parfait. Il y a toujours des compromis. Et puis, il faut toujours interpréter un peu la réalité. Le monde, la réalité n'est pas blanc et noir, c'est tous des tons de gris. Donc, on doit arriver à interpréter la réalité, à interpréter le phénomène naturel. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire par les résultats appuient partiellement? Il y a plein de différents scénarios, mais essentiellement, la réponse n'est pas claire. La réponse n'est pas blanc et noir. Alors, soit que les tests statistiques peuvent être marginales, dans le sens qu'on sait très bien que un P, le seuil de significativité est le 0.05.
Alors, c'est un peu comme le seuil magique, dans le sens que tout résultat scientifique qui est en deçà de 0,05. Alors, 0,05 est en bas. Alors, 0,05, 0,04, ainsi de suite, jusqu'à 0,00. Ça implique que les résultats ne sont pas dus à la chance. Ce n'est pas, c'est pas de la chance que vous avez des différences entre vos groupes. C'est pas de la chance que les résultats sont tels quels. C'est qu'il y a quelque chose présent. Maintenant, qu'est-ce qui arrive si vous avez un seuil significativité de 0,06 ou 0,07? Alors, c'est plus le 0,05. C'est juste c'est proche du 0,05, mais pas tout à fait assez proche. Alors, ici, on les qualifie comme des tendances ou des résultats marginalement significatifs. De plus en plus, la psychologie s'éloigne un peu de ce seuil magique de 0,05 et puis on s'en va plus vers la puissance de l'effet. Alors, au lieu d'évaluer si c'est purement significatif ou pas, on va essayer d'évaluer c'est quoi la puissance de l'effet en combinaison avec la significativité. Donc, ça pourrait être c'est vraiment un des scénarios les plus communs, dans le sens que les résultats ont une tendance, ils sont marginalement significatifs. Souvent, la réalité des études, c'est qu'on a plusieurs variables dépendantes. On n'a pas juste une variable dépendante. Si on est pour recruter des participants puis leur demander de faire plein de choses, on va mesurer plusieurs variables dépendantes. Maintenant, qu'est-ce qui arrive si on a des résultats positifs sur certaines de nos variables dépendantes, mais pas sur d'autres variables dépendantes? Qu'est-ce qu'on fait? Alors, c'est souvent le cas. La raison pour laquelle on a des différents variable dépendante, parce que peut-être qu'on s'intéresse à l'effet sur ce type de variable dépendante ou cet autre type de variable ou ce concept ou cet autre concept. Alors là, il faut voir pourquoi est-ce qu'on aurait eu un effet sur la dépression, mais pas sur l'anxiété. Pourquoi est-ce qu'on aurait eu un effet sur la dépression et le stress, mais pas sur l'anxiété. Alors là, il faut se poser, c'est ça, ça nous oblige à poser des questions par rapport à qu'est-ce que l'intervention fait, puis pourquoi qu'est-ce qui se passe. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Il n'y a pas vraiment de bonne réponse. Il faut interpréter, il faut essayer de creuser, il faut essayer de voir, mais pourquoi? Il faut essayer d'isoler un peu quelle composante de la variable dépendante a eu un effet. Puis là, peut-être que cette isolation va nous permettre d'identifier que, regarde, ce qu'on pense, ce qui se passe, c'est qu'avec cette intervention, ça travaille vraiment les pensées dépressives. Ce n'est pas les pensées d'anxiété, les pensées anxieuses, c'est vraiment les pensées dépressives que l'intervention fait. Donc, l'ingrédient magique dans l'intervention, c'est vraiment un focus sur les pensées dépressives. Et puis que le fait de focuser sur les pensées dépressives, bien, ça aide à réduire le stress. Alors là, ça nous permet, et puis c'est un peu une interprétation, alors là, ce qu'on ferait avec ça, c'est qu'on ferait peut-être une autre étude. Alors, un scénario assez commun dans plusieurs études, ce n'est pas pris d'une étude spécifique, mais disons qu'un chercheur effectue une étude portant sur l'efficacité d'une thérapie cognitive dans le traitement de la dépression. 30 participants d'une durée de 15 semaines, et puis il y en a un autre 30 participants qui sont sur la liste d'attente. Alors, vous voyez déjà qu'il y a une condition avec un ingrédient actif, et puis la liste d'attente qui est le groupe témoin, c'est-à-dire ceux qui attendent à être traités. À la fin de l'étude, on évalue plusieurs types de variables, on évalue la dépression de différentes manières. Une entrevue structurée par la clinicienne. On a 3 mesures d'autorapport du participant même. Puis ensuite, là, on demande aux membres de la famille d'aussi faire une évaluation du patient ou de la personne dépressive. Alors, par exemple, voici les résultats de l'étude. On voit que pour l'entrevue, on voit que la liste d'attente est plus dépressive que la liste d'intervention. Alors, il semble comme quoi, alors, l'axe Y, là, c'est l'axe qui est le symptôme de dépression. Alors, plus c'est élevé, plus c'est mauvais. Alors, on voit que dans la mesure de l'entrevue, l'intervention, la thérapie, semble avoir un résultat bénéfique. La première auto-évaluation, il n'y a pas de différence. La deuxième auto-évaluation, on voit en fait que la thérapie montre des résultats plus pire que la liste d'attente, puis que dans la troisième autorapport, en fait, c'est encore l'opposé. La liste d'attente est beaucoup plus dépressive, puis en fait, le groupe thérapie est vraiment mieux.
Finalement, l'évaluation pour les membres externes de la famille, il n'y a aucune différence. Alors, vous voyez comment est-ce que il y en a deux, il y a l'entrevue puis le Q3 qui semble aller dans la même direction, mais que le Q2, c'est en fait le résultat totalement opposé aux deux autres. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Il y en a deux qui vont peut-être dans le sens de notre hypothèse, où ce qu'on avait pensé que l'intervention aurait un effet, que ceux dans le groupe intervention auraient moins de symptômes dépressifs que le groupe d'attente. C'est le cas pour deux de nos variables dépendantes, mais il y a une variable non dépendante. C'est pas que ça n'a pas marché, mais c'est que l'effet est en fait opposé. C'est la nature, c'est la réalité, c'est le fuzziness du monde, c'est la beauté de l'humanité. C'est jamais parfait. Et puis, il faut essayer de comprendre un peu ce qui se passe. Alors là, qu'est-ce qu'on ferait? Bien, on pourrait voir, mais est-ce que la nature de l'autorapport est différente de est-ce que la nature de l'autorapport Q2 est différente de la nature de l'autorapport 3? Qui sait? Ça dépendrait. Bon, alors qu'est-ce qu'on fait lorsque les résultats n'appuient pas nos hypothèses? Bien encore là, c'est assez commun de voir qu'en fait, il y a toujours quelque chose qui fonctionne. Il y a toujours un résultat quelque part. C'est rare qu'il n'y ait absolument rien. Mais ici, on va voir que des fois, il n'y a absolument rien, mais des fois, en fait, c'est complètement l'opposé. Alors, le premier résultat ou la première option, c'est qu'il y a aucun résultat, dans le sens qu'il n'y a aucune corrélation, il n'y a pas de différence entre les groupes. Ça ne fonctionne pas. L'étude n'a pas fonctionné. Donc, la VI en question n'a pas d'effet sur la VD. Alors, là, il faut se mettre les ménages au travail. Il faut mettre les ménages au travail et vous dire, bon, ben pourquoi? Pourquoi est-ce que ça n'a pas fonctionné? Est-ce qu'il n'y a pas d'association? Est-ce qu'il n'y a vraiment pas de lien entre la VI et la VD? Est-ce que mes mesures sont fiables? Est-ce que j'ai bien mesuré ce que j'ai pensé mesurer? Est-ce que je pense que je mesurais ce que je voulais mesurer? C'est-à-dire que est-ce que la validité de nos mesures est correcte? Alors, on peut soit évaluer les outils. Est-ce que j'ai utilisé les bons outils? Est-ce que j'ai utilisé des outils qui mesurent ce que je pense puis ce que je voulais? Est-ce que j'ai bien opérationnalisé mes concepts? Peut-être que j'ai mal opérationnalisé les concepts, peut-être que j'ai utilisé les mauvaises mesures, ou peut-être que j'ai utilisé de mauvaises mesures. Puis finalement, on évalue, peut-être que la manière que j'ai construit la procédure, puis la manière que j'ai construit le plan de recherche, il y a plusieurs menaces à la validité. Peut-être que j'ai utilisé des bonnes mesures, peut-être que j'ai bien utilisé des bonnes mesures valides. C'est juste que j'ai pas pris en compte les pré-tests, j'ai pas pris en compte des variables parasites ou des variables qui mènent à la confusion. Peut-être qu'il y a un effet de maturation. Peut-être qu'il y a plein de choses. Alors, c'est pour ça que à ce point-là, si ça ne fonctionne pas, il faut s'asseoir puis il faut passer à travers des menaces potentielles pour voir, est-ce qu'il y en a de ces menaces-là qui pourraient être responsables pour l'absence de résultats ou l'absence de résultats ou des résultats non significatifs. La deuxième option, c'est qu'en fait, ce qui est peut-être même... Est-ce que c'est plus difficile? Je ne sais pas si c'est plus difficile, mais ce qui mène à beaucoup de confusion, puis ce qui est très intéressant, c'est lorsque les résultats sont opposés. Alors, comme on a vu dans le plan corrélationnel, des fois, il y a des corrélations ou des relations causales erronées. Alors, on pense que X, Y cause ou influence Y, mais en fait, en menant les études, on découvre qu'en fait, c'est Y qui influence X. Donc, ça se peut. Ça m'est arrivé à plusieurs reprises où j'avais émis une prédiction X, puis les résultats reviennent, puis c'est totalement l'opposé. Puis en repensant, puis en réévaluant un peu l'assise théorique, les assises fondamentales, je vois qu'en fait, j'avais fait une erreur au début. Alors là, c'est possible. Ce qui est intéressant, c'est surtout lorsqu'on peut trouver un résultat opposé. Si on peut, en réévaluant la théorie ou en trouvant une théorie rivale, expliquer de manière logique le résultat opposé, tant mieux. Puis l'idéal, c'est d'être capable de répliquer ce résultat opposé pour ensuite, là,
lui redonner un sens logique avec une nouvelle logique. Donc, des fois, le résultat opposé peut être soit dû à des problèmes méthodologiques ou des problèmes d'hypothèse, dans le sens qu'on a mal conçu l'hypothèse, on a mal construit l'argumentaire. Est-ce que les hypothèses alternatives peuvent être raisonnables? Alors, souvent, ou dans chaque cas, il y a toujours plusieurs explications alternatives, comme on a vu dans l'activité de corrélation, où l'hypothèse indique un phénomène, mais souvent, il y a un phénomène sous-jacent ou plus vaste ou plus important qui est représenté. Alors souvent, il faut revoir un peu, mais il faut prendre un recul pour voir, bien, est-ce que j'ai évalué quelque chose de trop spécifique qui représente seulement quelque chose de beaucoup plus large? Alors, ça pourrait être le scénario. Puis encore là, il faut toujours évaluer lorsque les résultats sont opposés. Dans tous les cas, il faut évaluer s'il y a une bonne validité interne de l'étude. Alors, est-ce qu'il y a des problèmes en termes de mesures qu'on a utilisées? Est-ce qu'il y a des problèmes en termes... est-ce qu'il y a des menaces importantes à la validité interne de l'étude, pour voir si peut-être que les menaces ont eu un effet sur les résultats opposés. Donc, effectivement, est-ce que la vie bien on a dit que je vais faire. Donc, dans les deux cas, il faut évaluer les composantes. Et puis, souvent, quand on arrive au bout de tout ça, on arrive avec plus de questions et plus d'idées pour la prochaine étape. Parce qu'au minimum, ce qu'on a fait, surtout quand il y a des résultats opposés, au moins, on a appris quelque chose. Quand il n'y a aucun résultat, ben là, c'est juste un gros nuage de points nébuleux. Puis là, on ne sait pas où se rendre. Tandis que lorsque les résultats sont opposés, mais ils nous donnent une direction, puis on peut évaluer certaines choses pour dire, ben si c'est ça la réalité, ben là, au moins, je peux retester la même chose ou modifier la même chose différemment, et ainsi de suite. C'est ça. Donc, ça met fin à le cours sur l'interprétation. Vous en avez besoin parce que lorsque vous allez regarder à vos données, vous allez sûrement vous trouver dans un des trois scénarios, soit que vos résultats vont être parfaits puis que ça va être spot-on puis que vous allez simplement appuyer vos hypothèses, soit que, puis il y a des bonnes chances que vous allez être que vos hypothèses vont être partiellement appuyées. Et puis, je vous souhaite pas d'analyse ou de résultats non significatifs, mais au minimum, je vous souhaite des résultats opposés pour au moins faire travailler les ménages et puis voir ce qui se passe. Et puis, c'est la beauté et la réalité de la science. Alors, sur ça, on se voit au prochain cours.